Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'hommage de la nation à Arnaud Beltrame, le gendarme qui a donné sa vie lors de l'attaque terroriste de l'Aude. Cérémonie officielle aux Invalides en présence du chef de l'État, pour qui son nom est devenu celui de l'héroïsme français. Analyse et réaction dans cette édition. Dans ce contexte, la commission d'enquête du Sénat sur l'état matériel et psychologique des forces de sécurité prend un relief particulier. Les sénateurs se sont rendus à Marseille au contact des gendarmes et des policiers. Reportages et débats à suivre. L'actualité au Sénat, c'est aussi la bataille du rail qui s'ouvre cet après-midi dans l'hémicycle. Au cœur des préoccupations, l'avenir des petites mais aussi des grandes lignes, tout comme l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi. On retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Les honneurs de la République à Arnaud Beltrame, le gendarme qui a perdu la vie en prenant la place d'une otage dans l'attaque de Trèbes. Pour Emmanuel Macron, il incarnait l'esprit français de résistance. On écoute le chef de l'État. Votre sacrifice, Arnaud Beltrame, nous oblige. Il nous élève. Il dit, comme aucun autre, ce qu'est la France. Ce qu'elle ne doit jamais cesser d'être et qu'elle ne cessera jamais d'être, tant que des femmes et des hommes décideront de la servir avec courage, sens de l'honneur, amour de la patrie que vous avez démontré. À ces mots, vous avez donné l'épaisseur de votre vie et les traits de votre visage. Au moment du dernier adieu, je vous apporte la reconnaissance, l'admiration et l'affection de la nation tout entière. Alors, je vous le disais en titre, passage devant le Panthéon, éloge funèbre aux Invalides et élévation posthume au grade de commandeur de la Légion d'honneur. C'est toute la nation qui a rendu un hommage aux gendarmes assassinés. Retour sur cette cérémonie empreinte d'émotion avec Cécile Sixou. Le cercueil d'Arnaud Beltrame porté par ses frères d'armes. Un hommage national dans la cour des Invalides en présence d'anciens présidents, de tous les ministres, de militaires, des familles des victimes, mais aussi de public. Emmanuel Macron a eu quelques mots pour les proches, avant de saluer l'héroïsme du gendarme. Le lieutenant-colonel Beltrame s'est trouvé face à la part la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de son engagement. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même. Un éloge funèbre de 20 minutes où le chef de l'État a également rendu hommage au travail des forces armées. Les Français n'oublient pas non plus le tribut payé par toutes nos forces de sécurité sur le sol national et par nos armées sur les théâtres extérieurs. Tous ont droit à notre respect inconditionnel. Au nom de la République... Arnaud Beltrame, décoré à titre posthume, commandeur de la Légion d'honneur. L'émotion est vive au cœur des Invalides. Sur la sonnerie aux morts, l'hommage aux morts de la gendarmerie, puis sur la Marseillaise. Et premier invité de notre multiplex, le président de la commission des lois, le sénateur LR, Philippe Bas, il est à vos côtés, à Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Philippe Bas, merci d'être présent, merci de répondre à nos questions. Vous étiez bien sûr ce matin à cet hommage solennel dans la cour des Invalides. Quel était votre sentiment, quel est votre sentiment après une telle cérémonie, une telle solennité? Un sentiment de communion nationale.
qui fait chaud au cœur, car je crois que tous les Français se sont reconnus dans cette espèce de sursaut, de don de soi, patriotique, mais aussi et avant tout humain, qui a été celui du lieutenant-colonel Beltrame. Il a fait quelque chose qui est dans la vocation du soldat, mais il l'a vraiment fait. Personne ne sait, dans de telles circonstances, même en étant soldat, si on a le courage de sacrifier sa vie en toute connaissance de cause pour sauver une innocente. Et là, rétrospectivement, on mesure la sincérité de cet engagement et aussi la valeur des principes qui fondent l'armée française, car c'est un geste de soldat. Et je crois que tout le monde a ressenti une très grande admiration. Le propos du président de la République dans ces circonstances était un propos d'unité nationale qui a parfaitement incarné le sentiment profond du pays. Philippe Bas, beaucoup d'admiration, beaucoup d'émotion, d'autant plus que vous connaissiez personnellement Arnaud Beltrame. Il avait été en poste chez vous dans la Manche. Il était en poste dans ma terre d'élection, le Sud-Manche. Il avait en charge la sécurité du Mont-Saint-Michel, du grand festival national des papillons de nuit. Et j'avais de nombreuses occasions de rencontres avec lui. Personne ne pouvait prévoir qu'un jour, il se sacrifierait comme il l'a fait dans la lutte contre le terrorisme. Mais cet homme-là, il était très perceptible qu'il avait un engagement profond dans sa mission de gendarme. Il y avait dans son regard une clarté, une sincérité, une limpidité. Il avait aussi dans son art du commandement une capacité à donner sens au travail qu'il demandait aux gendarmes de sa compagnie de gendarmerie, qui faisait de lui un officier réellement exceptionnel. Et dont on se disait qu'il était entièrement dans un engagement de toute sa personne. Il l'a prouvé, hélas. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Bas pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saint-Vérien. Et pour Emmanuel Macron, Mireille Knoll a été victime du même obscurantisme barbare que le colonel Arnaud Beltrame. Une marche blanche se tiendra ce soir pour honorer la mémoire de cette femme âgée de 85 ans, assassinée parce que juive. Un rassemblement sur fond de polémique. L'UFN et la France insoumise ayant été jugés indésirables par le CRIF. Jean Brabier. 5 jours après le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, c'est toute la classe politique qui sera présente à Paris et dans quelques villes de France pour des rassemblements à sa mémoire et pour dénoncer l'antisémitisme. Pourtant, le CRIF, organisateur de ces rassemblements, ne voulait pas que le Front National et la France Insoumise ne soient présents. Son président en expliquait les raisons sans détour. La surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux partis infréquentables. À nos yeux, ils sont infréquentables, et s'ils sont infréquentables, alors ils ne sont pas les bienvenus à cette manifestation. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait savoir qu'ils seraient tout de même présents comme tous les leaders des partis politiques et les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Mais ils devront faire bande à part, le CRIF les refusant toujours dans le carré de tête. Mais d'autres voient que le CRIF se font entendre et plaident pour l'unité face à l'antisémitisme, à l'image de l'appel d'un des fils de la victime. Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Tous les gens sont concernés. Un appel relayé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi. Lorsqu'il s'agit de lutter contre l'obscurantisme, ou contre l'antisémitisme, ou contre le fanatisme, tout ce qui rassemble grandit. Tout ce qui rassemble grandit. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron s'était rendu aux obsèques de l'octogénaire. Sa présence lors de la marche blanche n'est en revanche pas annoncée.
Et on retrouve Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous allez bien sûr vous rendre d'ici quelques instants à cette marche blanche, une marche blanche qui a bien sûr pris une dimension politique, puisqu'on vient de voir le président du CRIF qui a indiqué que le FN et la France Insoumise n'étaient pas les bienvenus. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont indiqué qu'ils se rendraient bien à cette marche. Votre réaction, votre sentiment sur cette affaire ? Écoutez, je pense qu'il faut que nous soyons nombreux pour montrer notre opposition totale à ce qui est aujourd'hui une évolution de notre société, à savoir de plus en plus d'antisémitisme et d'intolérance. Et ça, c'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme. Et donc, nous serons nombreux. Je ne rentre pas dans cette polémique. Le Pen, Mélenchon, Le Pen. Faut-il qu'ils soient là ? Ils seront là. C'est leur décision. En tout cas, nous serons nombreux, les socialistes et républicains, donc présents à cette marche blanche en souvenir de Madame Knoll. Mais vous n'appelez pas à ce qu'il ne soit pas là. Ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, je prends la déclaration de Daniel Knoll qui a dit ce matin sur une grande chaîne publique que son cœur était ouvert et que c'était surtout la mémoire de sa maman qui était en cause. On a entendu hier à l'Assemblée un discours fort, un discours très fort de Jean-Luc Mélenchon, une main tendue au gouvernement en ces temps périlleux pour notre pays. Est-ce que vous saluez cette initiative, cette main tendue ? Tout ce qui concourt à la concorde républicaine, je suis pour. Monsieur Mélenchon ne nous a pas toujours habitués à ce genre de déclaration, tant mieux. Et j'espère qu'il gardera ce qui constitue en cette période où nous sommes atteints, où nous voulons atteindre, certains veulent atteindre les valeurs de la République, c'est important pour nous de savoir qu'il y a une unité nationale qui s'est traduite ce matin à l'hommage à M. Beltrame aux Invalides. Mais voilà, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Nous verrons bien si M. Mélenchon continue sur cette longueur d'onde. Justement, vous venez d'en parler, Patrick Kanner, vous étiez bien sûr présent ce matin lors de l'hommage à Arnaud Beltrame. Emmanuel Macron a invoqué le sacrifice payé par nos troupes, par les gendarmes, par les policiers, pour veiller à la sécurité de nos citoyens. Je l'ai tweeté, M. Beltrame a donné sa vie pour protéger les nôtres. Je crois que ça mérite un profond respect. Moi j'étais ému ce matin, malheureusement ce n'est pas ma première manifestation de ce type. J'étais dans le gouvernement de François Hollande au moment des attentats, notamment ceux du 13 novembre où il y a eu un hommage solennel de toute la nation aux Invalides. Donc nous vivons malheureusement un retour de ces terribles événements, mais en même temps, une France debout, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Quel doit être le rôle des politiques, justement, dans des temps aussi troubles pour le pays ? Dans un premier temps, le deuil et la compassion. Et je suis très réservé sur ce que j'ai pu lire depuis 2 ou 3 jours. Voilà, ce n'est pas le temps de la polémique. Les propos de M. Wauquiez me semblent totalement déplacés. Il peut penser ce qu'il dit et ce qu'il a écrit, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Le temps de l'analyse viendra. Moi, je vous l'ai dit, j'ai été ministre des Sports pendant l'Euro 2016. Je sais que le risque zéro n'existe pas en matière de lutte contre le terrorisme, et que face au terrorisme low cost, comme le disait Bernard Cazeneuve, aux loups solitaires qui s'auto-allument, même s'ils sont ensuite actionnés par Daesh, eh bien, nous avons beaucoup de difficultés. Donc, beaucoup d'humilité dans cette période, de vigilance, d'exigence et surtout des moyens renforcés pour nos forces de l'ordre. Humilité, vigilance, exigence. Merci Patrick Kanner d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, la démission choc du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, écologiste qui avait soutenu Emmanuel Macron pour la présidentielle, a quitté son poste hier. Il proteste contre l'insuffisance des politiques publiques en banlieue. Audrey Vuettaz. Il jette l'éponge et abandonne son écharpe de maire. 17 ans pourtant qu'il l'a portée à Sevran. 50 000 habitants et l'une des communes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. Dans la presse, Stéphane Gatignon se dit découragé. Manque d'effectifs de police, de dotation et plus simplement de politique publique en banlieue. Mon but a toujours été de péter le ghetto. Mais je crois que, malgré les déclarations qui vont dans ce sens, les gouvernements successifs ne partagent pas cet objectif. Alors, à un moment, on fatigue, on perd le jus. Pourtant, il s'est longtemps battu. En 2012, il avait même entamé une grève de la faim pour demander plus de dotations pour les villes pauvres comme la sienne. Communiste, puis écologiste, il a misé sur Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, il se dit déçu. Il décrit des ministres sans expérience et il abandonne. Ce matin au Sénat, lors d'un colloque sur la décentralisation, les réactions à cette annonce étaient mitigées. C'est vrai que les banlieues ont été abandonnés depuis longtemps, mais je ne pense pas que la démission de ceux qui sont en charge et qui sont conscients des problèmes les fasse avancer. Élu de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, lui, dit regretter le geste, mais comprendre.
comprend son ras-le-bol. Donc ça doit vraiment attirer l'attention, je l'espère, des pouvoirs publics, du gouvernement et du président de la République. Il y a le feu aux banlieues. Alors certes, ça n'a pas explosé comme en 2005, mais la situation se dégrade petit à petit et beaucoup d'élus locaux ont le sentiment d'écoper la mer avec un dé à coudre. Des maires découragés, le vice-président de l'Association des maires de France en rencontre de plus en plus. D'après lui, cela vient d'un excès de tutelle de la part de l'État. Liberté et moyens, ce sont les ingrédients qui peuvent permettre, sur le terrain, au plus près du citoyen, de résoudre les questions. Reste à savoir si ces axes de solution seront présents dans le rapport Borloo sur les banlieues et dans le plan du gouvernement, attendu début avril. On en vient à présent à l'actualité du Sénat. Direction tout de suite l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Tam, c'est une après-midi consacrée à la question des transports. Et oui, Elisabeth Borne va passer une partie de sa journée au Sénat, son après-midi, mais également sa soirée. Alors tout d'abord, ce soir, les sénateurs débattent sur une proposition de loi qui porte sur l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Un texte signé d'Hervé Moret, sénateur centriste, mais aussi président de la commission de l'aménagement du territoire. Alors cette proposition de loi a deux objectifs. Un, devancer de quelques jours le texte que va présenter sur ce thème le gouvernement, pour dire qu'il veut avoir recours aux ordonnances pour réformer la SNCF. Donc par cette proposition de loi, Hervé Moret et de nombreux sénateurs disent leur opposition au recours aux ordonnances. Deuxième objectif du texte sénatorial, eh bien, réglementer l'ouverture à la concurrence pour que les lignes TGV les moins rentables ne soient pas abandonnées. Et justement, eh bien, abandonner certaines lignes, ou du moins reporter les travaux, c'est bien l'une des préconisations du rapport Duron, un rapport qui est débattu depuis un petit peu moins d'une heure dans l'hémicycle. Alors Philippe Duron est un ex-député socialiste et il a été chargé par Elisabeth Borne d'identifier où il faut investir en priorité dans les transports pour les 2 prochaines décennies. Et en résumé, il juge que la France ne peut pas tout construire en même temps. Pour lui, eh bien, il y a des lignes ferroviaires qui sont prioritaires, par exemple Paris-Normandie ou encore Provence-Côte d'Azur. En revanche, il propose de reporter la LGV entre Bordeaux et Dax. Il propose de reporter certains tronçons de la ligne Rhin-Rhône ou la ligne nouvelle entre Béziers et Perpignan. Vous imaginez bien que ces préconisations sont très diversement appréciées par les sénateurs selon les territoires qu'ils représentent. Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et en séance hier soir, les sénateurs se sont opposés en partie à la loi Schiappa. Ils ont adopté une proposition de loi qui vise à prendre en compte le discernement des victimes mineures, mais aussi l'écart d'âge. Héloïse Grégoire. Avec 229 voix, la proposition de loi est adoptée. Le Sénat vote sa version du texte sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Pour la première fois, l'amnésie traumatique est prise en compte dans le délai de prescription. Je ne vous cache pas que j'ai eu quelques hésitations avant d'accepter l'allongement du délai de prescription. Mais j'ai accepté parce que j'ai compris que beaucoup de victimes, quand elles n'ont pas porté plainte au moment de l'agression, ont refoulé tant il leur était douloureux d'assumer l'existence de l'agression. Le texte des sénateurs suit le gouvernement sur 2 mesures. L'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs augmenterait de 20 ans à 30 ans après la majorité de la victime. Autre point d'entente, l'aggravation des peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, qui passerait de 5 à 7 ans. En revanche, un point cristallise toujours les discussions. Pour l'exécutif, il faut fixer un âge minimum du consentement à une relation sexuelle entre un adulte et un mineur. Pour les sénateurs de la commission des lois, opposer un seuil d'âge n'est pas une bonne idée. Les mineurs de moins de 15 ans bénéficient déjà dans notre droit d'une protection spécifique. En réalité, on le voit, cette solution qui semble séduisante n'est pas la plus pertinente en termes de protection de l'enfant. La Haute Assemblée entend bien inscrire sa marque dans le projet de loi du gouvernement qui sera examiné courant avril par le Parlement. Après les premières révélations sur l'affaire Lactalis, le Sénat a décidé de mener ses propres auditions pour mieux comprendre les dysfonctionnements du producteur, mais aussi de la grande distribution et surtout déterminer les actions à entreprendre pour qu'ils ne se reproduisent plus. Les préconisations ont été dévoilées aujourd'hui. Adrien Develay. Il y a bien eu défaillance et la responsabilité est multiple.
Selon les auditions des commissions des affaires économiques et sociales, il n'y a pas un seul responsable, mais bien un enchaînement d'erreurs humaines. Les auditions ont été très intéressantes parce qu'elles ont mis en lumière deux grands types de défaillances. Au niveau du fabricant, avec des autocontrôles qui sont révélés positifs et que le fabricant n'a pas transmis. Et donc là, il y a clairement un problème qu'il faut résoudre. Et deuxièmement, au niveau des distributeurs, puisque dans la grande distribution, des produits qui étaient suspects ont été remis en rayon une fois rapportés par les clients. Les commissions préconisent des sanctions contre les grandes surfaces et Lactalis, mais sans grande sévérité, pour ne pas écorner davantage l'image du grand groupe. Bien sûr qu'il faut le préserver. Lactalis est un groupe très important. C'est un groupe historiquement implanté qui assure le développement des agriculteurs. Et donc, pour moi, ce n'est pas des contraintes contre Lactalis. C'est simplement sécuriser l'ensemble des entreprises dont l'image est importante au niveau international. Et bien sûr, pour le consommateur français. Une bonne nouvelle ressort tout de même de ces auditions. Le système d'alerte sanitaire semble avoir bien fonctionné. Les discussions vont se poursuivre au Sénat. Les conclusions définitives seront rendues prochainement. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, auditionné au Sénat. Son projet de loi anti-fraude fiscale a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il prévoit de publier le nom des entreprises sanctionnées, une pratique anglo-saxonne appelée name and shame. On l'écoute. Une logique nouvelle et qui a déjà fait parler d'elle, celui du name and shame, c'est-à-dire la publicité obligatoire des sanctions pénales, c'est l'article 5, et la possibilité de publier les sanctions administratives envers les personnes morales qui auraient fraudé et seraient reconnues de fraude caractérisée. Je crois que les cas les plus graves doivent faire l'objet de transparence vis-à-vis de nos concitoyens et permettront sans doute de lutter à des peines complémentaires de celles qui auront été prononcées par le juge ou par les sanctions administratives de Bercy, par le fait que la réputation d'une entreprise, et notamment sa réputation fiscale, sera sans doute une exigence de plus en plus importante de nos concitoyens. Cet article 5 et 6 met en place cette procédure de name and shame pour les entreprises qui seraient confondues de fraude caractérisée. Je vous le disais en titre, l'avenir des petites lignes, mais aussi des grandes lignes de train en débat au Sénat. Après les rapports Duron ou encore Spinetta qui prévoient de fermer certaines lignes jugées non rentables par la SNCF. L'inquiétude des parlementaires et des élus locaux est vive. Exemple en Dordogne où la ligne Périgueux-Agen est menacée faute d'investissement. Reportage de Jordan Klein. Laurence Bonnière est propriétaire d'un gîte depuis plusieurs années. Juste derrière chez elle, le train passe une dizaine de fois par jour. Là, vous êtes sur donc la ligne Agen-Périgueux où les travaux ont été refaits complètement. Malgré cette rénovation, la ligne est menacée de fermeture. Sa fille, pensionnaire au lycée de Périgueux, utilise régulièrement le train du matin et du soir. Une liaison plus que nécessaire donc pour cette famille. Le train est un moyen de transport qui est quand même extrêmement complémentaire. Nous ici c'est vrai que tout le monde a des voitures, mais bon rien que d'ici on est à 50 km de Périgueux, il faut 1 heure. C'est vrai que le train en 50 minutes vous arrivez à Périgueux, qu'en bus déjà vous mettez plutôt 1h15, 1h20. Ici, souvent sont les trains annulés à la dernière minute. Des solutions plus longues sont alors mises en place, taxi, bus ou covoiturage. Mais cette mère de famille a du mal à accepter que les campagnes soient abandonnées. Ça fait partie des choses que l'on perd au fur et à mesure à la campagne. Nos services publics, ils se dégradent. En fermant des lignes, c'est un manquement au service public, puisque nous, on a de moins en moins de services publics. Pour tenter de sauver les 150 km de lignes qui séparent Agen de Périgueux, certaines associations se mobilisent. Jean-François Martinet, ancien cheminot aujourd'hui retraité, craint la fermeture de la liaison d'ici 2021. Le problème, c'est que la plupart de la ligne n'a pas été rénovée, d'où des limitations de vitesse assez importantes. Dans cette zone-là, c'est 80 km/h, mais plus au sud, c'est 60 km/h. Dans le sud de la ligne, vers Agen, les rails n'ont pas été rénovés depuis plusieurs décennies. Conséquence, la limitation de vitesse à 40 km/h a été actée par sécurité et sera mise en place dès la fin de l'année. Sans amélioration, l'étape suivante est la fermeture. Dans la gare des Versanes, les trains peuvent encore rouler à 80 km/h malgré de sérieux problèmes. C'est complètement dépassé ça. Et en même temps, ça abîme les roues du train. Quelques mètres plus loin,
ce sont les tire-fonds, ce système de maintien des traverses, qui ne tiennent plus. Et on peut presque l'enlever à la main, là. Sur le bas-côté, du nouveau matériel qui devrait être posé dans les jours qui viennent. Bah là, on va changer quelques traverses, ça va permettre de maintenir le 80 km/h, mais c'est du rafistolage, hein, c'est des rustines. Le problème est que cette liaison n'est pas rentable et pour la maintenir, des financements sont nécessaires pour la rénover. Le prix, environ 1 million d'euros pour 1 kilomètre. Malgré tout, pour Bernard Cazot, sénateur de Dordogne, la fermeture devrait être évitée. Je soutiendrai ce maintien parce que je pense que c'est très utile. On ne peut pas dire aujourd'hui que cette ligne va disparaître. On peut dire qu'elle est en difficulté du fait peut-être de sa rentabilité. L'État s'est engagé à aider les régions à hauteur d'environ 40% du prix de la rénovation des petites lignes. Quelques mois auparavant, le président de la Nouvelle-Aquitaine a exhorté le gouvernement à respecter cet engagement. Mais pour l'instant, la ministre n'a toujours pas répondu. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Rémi Pointreau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes questeur du Sénat, sénateur Les Républicains du Cher. Face à vous, Frédéric Marchand, bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche du Nord. J'accueille également Jean Lenoir. Bonjour monsieur. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. C'est la FNOT. Merci d'être avec nous. Et sur ce plateau, Gilles Dansard, bonjour. Vous êtes journaliste directeur de Mobilettre, un journal spécialisé dans les questions de transport. On vous a vu, messieurs, déjà réagir à ce reportage en Dordogne sur cette ligne. On voit à la fois des rails tout neufs et puis aussi une autre partie qui manque clairement d'entretien. Qu'est-ce que ça vous inspire, Rémi Pointreau ? Écoutez, on est bien sûr tous d'accord, les rapports se suivent, le rapport Duron, le rapport Spinetta, on est bien sûr tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut rénover et moderniser l'existant avant de repartir sur des lignes nouvelles. Maintenant, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Il faut aussi savoir que ce qu'on veut demain, comme autrefois la DATAR le faisait, pour à moyen et long terme, savoir si demain on peut continuer à faire aussi des lignes nouvelles. Parce qu'une fois qu'on aura modernisé l'existant, admettons qu'il faille à peu près une dizaine d'années, il faudra déjà aujourd'hui qu'on prépare l'avenir. Donc moi je sais que sur mon territoire, l'Auvergne Grand Centre, Auvergne, et nous sommes un territoire un peu oublié de tous ces réseaux. Alors on va être dans une France à deux vitesses finalement. La petite vitesse pour les départements ruraux, le 80 km/h sur les routes, la petite vitesse sur les voies ferrées, parce que beaucoup de voies vont fermer et d'autres vont être obligés de ralentir, comme on l'a vu en Dordogne, et puis ceux qui pourront bénéficier de toute la grande vitesse, des lignes modernisées, de bonnes dessertes, de bonnes fonctionnalités. Donc moi je crois qu'il faut à un moment donné retrouver un équilibre sur nos territoires si nous voulons aussi parler de l'avenir de la France. Le TGV, c'est la fierté de la France, c'est la modernité. Donc il faudra qu'on travaille aussi sur ces grandes lignes. Frédéric Marchand, beaucoup de choses viennent d'être dites. Est-ce qu'il y a aussi un problème de vision, d'aménagement du territoire aujourd'hui en France ? C'est vrai qu'on s'y perd, il y a beaucoup de rapports. La réforme ferroviaire qui débute cet après-midi dans l'hémicycle avec une proposition de loi du Sénat. Je pense qu'on a devant nous un grand défi qui est de repenser complètement notre modèle ferroviaire. C'est vrai que vous l'avez indiqué, on a cet après-midi ce débat qui est lancé sur le rapport Duron et les 3 scénarios du rapport et les possibilités qui s'ouvrent. On va avoir dans la soirée un débat sur la proposition de loi portée par Hervé Moret et Louis Nègre sur l'ouverture à la concurrence. Et on va avoir donc le texte sur le nouveau pacte ferroviaire. On a là une séquence très intéressante, sans oublier, je pense, l'élément sans doute le plus fondamental. On le voit bien avec le reportage qui est finalement la question, c'est la question des mobilités et la question des mobilités du quotidien. D'où la loi d'orientation sur les mobilités qui, je pense, permettra là aussi de répondre à différentes questions. Mais c'est vrai que on a aujourd'hui une énorme difficulté avec un réseau ferroviaire qui est plus qu'encalminé, qui connaît d'énormes difficultés, d'où des problèmes énormes pour relier les différents points de notre territoire. Jean Lenoir, que vous inspire ce reportage ? Est-ce que c'est représentatif finalement de tout ce qui se passe sur le territoire français, à la fois des lignes qui ont été rénovées et qui vont peut-être être abandonnées, et puis une autre partie de cet axe Périgueux-Agen qui manque clairement d'investissement ? Oui, je crois que le reportage est très significatif. En fait, on a le sentiment,
et même une conviction d'un abandon, peut-être volontaire, parce qu'il y a une absence totale de vision prospective, c'est ce que vous avez évoqué. Donc on a fait de l'entretien à la petite semaine, ce qui est de loin la politique de maintenance la plus coûteuse, puis on verrait bien laisser le domaine s'écrouler. Deuxième chose qu'on a fait, c'est vouloir opposer, vous l'avez évoqué aussi, le TGV avec le réseau classique. C'est une erreur fondamentale. Les deux composants du ferroviaire correspondent à deux besoins bien distincts et qu'il ne faut surtout pas opposer. La grande vitesse sur longue distance, c'est la desserte des villes moyennes et la desserte fine du territoire. Et nous voyons pour preuve qu'aujourd'hui, on est dans l'erreur. C'est que si les petites lignes sont aujourd'hui menacées en France, nous regardons ce qui se passe autour de nous en Europe, avec des pays qui ont tous fait des réformes ferroviaires. Et on peut noter, dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, on rouvre des lignes, 500 km, on rouvre des gares, 300 km, et les déficits baissent. Donc vraiment, il y a un défaut de politique de gestion à terme. Gilles Lansart, est-ce qu'on doit sacrifier aujourd'hui cette mobilité du quotidien au nom de la rentabilité ? Absolument pas. D'ailleurs, le mot de rentabilité n'est pas idéal du tout, n'est pas adéquat, parce que tous ces transports ne sont pas rentables. Il y a un seul transport ferré aujourd'hui qui est rentable, c'est le TGV. Si on met de côté l'investissement, le TGV rapporte de l'argent à la SNCF. Mais tout le reste est largement subventionné par les collectivités. Mais ce reportage montre bien qu'on a besoin aussi d'un État stratège et de collectivités stratèges en matière de dessert de proximité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années ? On a laissé en fait la SNCF réduire ces lignes. Et on sait très bien que c'est un engrenage fatal. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le nombre de fréquences, donc les passagers viennent moins nombreux parce qu'ils peuvent partir mais ils peuvent pas revenir en fin de journée. Du coup, il y a moins de passagers. Du coup, la SNCF dit « Ah bah ça nous coûte trop cher ». Du coup, les collectivités disent « Ah bah oui, ça nous coûte trop cher ». Et finalement, on ferme. Ce malthusianisme, il est totalement anachronique parce qu'on voit partout en Europe que les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens demandent des transports ferroviaires de proximité. Et là où il y a eu des politiques tout à fait cohérentes, et j'ai de nombreux exemples en Allemagne, en Italie, en Angleterre, les voyageurs reviennent. Et on a des chiffres absolument étonnants de lignes qui étaient désertées à 500 passagers par jour, qui montent à 20 000 passagers par jour, simplement parce qu'on a eu une politique vraiment volontariste. Donc c'est les collectivités publiques qui sont responsables de ce ferroviaire, et donc c'est à elles, évidemment avec l'État qui ne doit pas décider de Paris, comme l'a dit le Premier ministre, de tout fermer, de prendre en main ces transports de proximité. Rémi Pointreau. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que c'est un peu comme le proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais écoutez, quand on veut fermer une ligne, on dit qu'il n'y a plus de voyageurs. Mais comme on a fait tout pour qu'il n'y ait plus de voyageurs, parce qu'il y a moins de dessertes, il y a moins de fonctionnalités, évidemment, il y a moins de voyageurs. Moi, j'ai le cas dans mon territoire avec la ligne Bourges-Montluçon, et on a supprimé des dessertes. Aujourd'hui, comme il y a moins de dessertes, il y a moins de voyageurs, et les voyageurs se sont détournés du train pour prendre le car ou pour faire du covoiturage. Et c'est là où justement il faut redonner une dynamique, comme ça se fait en Italie, comme ça se fait dans beaucoup de territoires, pour redonner de la proximité, redonner davantage de dessertes pour les voyageurs qui correspondent à leurs horaires de travail, à leurs horaires du quotidien, pour qu'on puisse relancer la machine. Et c'est tout à fait complémentaire, comme vous le disiez, avec les lignes LGV. Oui. Alors, avant de vous donner la parole, Frédéric Marchand, je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui était justement cet après-midi au Sénat. On l'écoute. Le rapport nous recommande un certain nombre de priorités et je dois dire que j'y ai retrouvé beaucoup de mes convictions. Elles répondent en effet toutes au cœur du combat que je porte pour les transports du quotidien. L'entretien et la régénération des réseaux existants tout d'abord. Chacun a en tête les innombrables exemples d'un réseau, qu'il soit ferroviaire, routier ou fluvial, qui marque des signes de fatigue par manque d'entretien. Ce n'est tout simplement plus tenable et nous avons là un besoin que je qualifierais d'élémentaire, de vital. La priorité, Frédéric Marchand vient de l'entendre, c'est effectivement cet entretien des lignes et des petites lignes. L'État assure que les engagements qui sont pris à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans le cadre des contrats de plan État-région seront bien tenus, mais ça paraît déjà
insuffisant. Est-ce que l'État et aussi la SNCF ont les moyens justement d'entretenir toutes ces petites lignes? C'est toute la difficulté de l'exercice, mais la comparaison avec les pays étrangers, effectivement, je pense que quand on va en Allemagne, vous avez évoqué l'Allemagne, on pourrait aussi évoquer, vous avez parlé d'Italie, on pourrait aussi parler de la République tchèque, puisque finalement, dans ce pays, il y a eu des ouvertures de lignes. La difficulté de l'exercice, elle ne se résume pas à la seule vétusté des lignes, elle se résume aussi à une politique tarifaire en matière de péage qui, malheureusement, en France, fait que l'accès au sillon devient très cher. Les pays qui ont permis l'émergence de nouvelles lignes et le redéveloppement du trafic ferroviaire sont des pays comme en Italie qui ont fait le choix de baisser les péages. Mais la difficulté de l'exercice en France, d'où la difficulté de trouver un cercle vertueux, c'est effectivement la dette aujourd'hui qui est le problème épineux, la dette de la SNCF. Pour le reste, les engagements qui sont annoncés par l'État se retrouvent dans le rapport Duron du Conseil d'orientation des infrastructures avec 3 scénarios. Et un scénario médian qui visiblement semble faire, si pas l'unanimité, en tout cas regarder très très près et par les uns et par les autres, qui là, pour le coup, permet à l'État de prendre des engagements en matière d'entretien du réseau ferroviaire. Jean Lenoir, vous qui représentez aujourd'hui les usagers, sur ce plateau, il y a aussi finalement peut-être un ras-le-bol généralisé de la part de ces usagers, puisque le service public, et on l'entendait dans le reportage, n'est plus vraiment au rendez-vous. Oui, alors je crois que le ras-le-bol, c'est le beau terme, parce qu'il y a effectivement un problème d'argent pour avoir du matériel en bon état et des voies en bon état, mais ce qui nous agace encore plus, c'est ces pannes, ces trains annulés. Bon, et ça, c'est pas un problème d'investissement gigantesque, c'est un problème de qualité de service au quotidien. C'est insupportable quand vous avez que quelques trains par jour de vous dire ce train est annulé. Je rappelle que partout ailleurs en Europe, les trains sont fréquents. C'est à l'heure, la demi-heure. Chez nous, ils sont rares. Le matérialisme, vous venez de l'évoquer. Donc c'est encore plus agaçant, si vous voulez, que les problèmes financiers qui sont inhérents quand même au système ferroviaire, qui est un système assez coûteux, mais qui est coûteux partout dans le monde. Donc ça, effectivement, c'est insupportable pour les usagers contribuables. Gilles Dansart. Oui, en fait, il faut retrouver un peu les fondamentaux du transport ferroviaire, qui est une industrie de réseau. Et donc, le TER nourrit le TGV nourrit le TER, qui nourrit ses intercités. Prenons le cas de la ligne Paris-Bordeaux, qui est en train de faire un tabac. Les Français se précipitent dans le TGV pour Bordeaux. Au-delà de toutes les prévisions très prudentes, trop prudentes de la SNCF. D'où viennent ces passagers à Bordeaux? Eh bien, ils viennent en grande partie du TER. Ils viennent certes de l'avion, il y a des reports de l'aérien, ce sont des nouveaux passagers, mais il y a aussi beaucoup de voyageurs qui viennent du TER. Donc cette industrie de réseau, si on inverse la tendance qui est de découper le ferroviaire en tranches. Alors là, ce TER-là, il n'est pas rentable, donc on le ferme. Et puis cette intercité-là, on le ferme aussi. Mais on va garder que le TGV. Finalement, à l'avenir, il n'y aura que du TGV, du RER et du Transilien. Et quelques peut-être grandes capitales desservies. Donc il faut retrouver cette notion de réseau, parce que c'est bien ça qui fait le succès du chemin de fer dans tous les pays. C'est de pouvoir se connecter, évidemment aux autres lignes de chemin de fer quand on vient d'un TER, mais aussi après au transport urbain, au covoiturage, etc. Donc cette économie générale, cet écosystème de la mobilité dont on parle aujourd'hui, le ferroviaire en est l'élément structurant. Donc c'est parce qu'on va redynamiser ça que les Français mettront peut-être un peu de côté leur voiture particulière et retrouveront le chemin du transport collectif. Frédéric Marchand, ce serait ému. Il y a d'ailleurs des exemples d'initiatives qui sont lancées quand vous parlez d'intermobilité. L'exemple dans l'Avesnois, dans le sud du département du Nord, où un système d'autopartage et de covoiturage permet d'irriguer la gare de Fourmies pour faire en sorte que les personnes qui sont ou en situation de recherche d'emploi ou en emploi puissent rallier la capitale des Flandres, ville de Lille, d'où la nécessité effectivement d'avoir une complémentarité entre les modes de transport aujourd'hui. Et vous avez raison, le ferroviaire est essentiel. Rémi Pointron, on se souvient que vous étiez récemment mobilisé notamment pour la ligne qui vous intéresse de près, Paris, Orléans, Clermont, Lyon. Vous aviez provoqué un déjeuner avec Valérie Pécresse. Est-ce que vous avez eu des réponses justement sur l'avenir de cette ligne? Alors l'avenir de cette ligne était un petit peu stoppé avec le dernier rapport Duron, d'ailleurs, qui est en incohérence avec le rapport sur les mobilités 21 de 2013, où il était en première priorité au démarrage à l'horizon 2028 pour repartir. Aujourd'hui, il est stoppé. Alors, on parle de la dette. Moi, je vais vous dire, la France, c'est comme une entreprise, une grande entreprise. Et une grande entreprise qui n'investit plus, elle meurt. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on relance l'investissement, parce que d'abord, c'est de la croissance. Et l'investissement, c'est de la bonne dette, parce que vous avez la dette, il y a la mauvaise, c'est de la dette de fonctionnement. La bonne, c'est la dette d'investissement.
Et arrêtons de dire toujours il y a la dette, il y a la dette, il y a la dette. Moi, si on veut mettre les choses en équilibre, si on compare la SNCF avec la Deutsche Bahn, il faut rappeler que la dette de la Deutsche Bahn a été effacée au moment de la réunification. Donc si on veut remettre les choses à plat entre la SNCF comme au même niveau que la Deutsche Bahn, essayons de revoir la dette pour pouvoir réinvestir dans l'avenir. Voilà, quand même, il faut donner les bons éléments au départ pour que tout le monde soit bien informé. Jean Lenoir, on sait que le Sénat va également se pencher sur la question de l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs. Est-ce que c'est souhaitable pour l'usager français, cette ouverture à la concurrence? Pour nous, elle est non seulement souhaitable, mais indispensable. Ce n'est pas pour nous une position de dogme ou de doctrine. Nous disons simplement, quand on voit ce qui se passe partout ailleurs en Europe, l'Allemagne, l'Italie, etc., l'ouverture à la concurrence, sous forme régulée, c'est-à-dire que l'État ne laisse pas faire n'importe quoi. On passe ce qu'on appelle des délégations de services publics, comme ça se fait dans les transports urbains. L'État définit le besoin, ou la région définit le besoin, et le plus offrant assure un bon service. C'est absolument indispensable pour baisser les coûts, qui sont, c'est de notoriété publique maintenant, de l'ordre de 30% supérieur à ce que se trouve chez nos voisins européens. Donc ça, c'est un levier absolument vital, et ce que nous constatons, c'est qu'en France, nous avons 20 années de retard et qu'on ne voit toujours pas cette volonté d'accélérer cet essai de mise en concurrence régulée, j'insiste, c'est fondamental. On est toujours en train de dire il faut peut-être réfléchir ou attendre. C'est absolument vital. Ce qui nous rassure là-dessus, c'est les résultats chez nos voisins. Ça peut être la réponse, Gilles Dansart, cette ouverture. De toute façon, la France y est obligée, pour respecter les directives européennes, d'ouvrir justement à la concurrence le transport de voyageurs. C'est sans doute nécessaire pour dynamiser un peu le transport ferroviaire, parce que concurrence, ça n'est pas simplement une question de coût, d'abaisser les coûts. C'est vrai que ça permettra d'abaisser les coûts, mais ça, ce sera, j'allais dire, un one-shot. On baissera une fois les coûts, puis après, tout le monde sera aligné, à peu près. Mais surtout, ça fera la différence en termes de services, d'innovation pour les voyageurs. On voit que les compagnies se battent sur ces services aux usagers. Donc, ça remet l'usager au centre de la question. Et deuxième chose, ça permettra aussi, on voit des images de gares, etc., de redynamiser ces pôles d'intermodalité qui sont absolument essentiels pour les voyageurs. Donc la concurrence, c'est un souffle nouveau pour relancer un peu cette économie qui peine à trouver un second souffle avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, tous les modes disponibles aujourd'hui, et il va y en avoir de plus en plus avec l'avènement du numérique et des véhicules autonomes. C'est pas du tout le point de vue, Frédéric Marchand, des syndicats de cheminots, qui s'inquiètent au contraire de cette ouverture à la concurrence du rail. Ils y voient une libéralisation qui pourrait être néfaste justement pour les usagers, aussi pour la qualité de service public qu'ils représentent. Non, moi je suis de ceux qui pensent que c'est une chance pour le service ferroviaire que d'avoir effectivement cette ouverture à la concurrence. Un exemple, il y a une manifestation d'intérêt qui a été lancée par la région PACA dans le cadre de l'ouverture qui se fera aussi sur les régions, qui va se faire de manière progressive. Et quand on voit le nombre d'entreprises ferroviaires qui sont intéressées, avec des propositions qui sont tout à fait pertinentes en matière de lignes, c'est évident que l'usager au bout du bout va être gagnant. Je pense que les collaborateurs du service ferroviaire le seront au bout, les collectivités vont l'être. On parlait des exemples européens en fonction de ce qui s'est passé en Italie ou en Angleterre. En Angleterre, on voit aujourd'hui les conséquences, à la fois avec des tarifs beaucoup plus chers pour les usagers et aussi un entretien des rails qui n'est pas forcément à envier. Un entretien des rails qui n'est pas envié, même si beaucoup de choses ont été faites puisque le réseau ferré est entretenu par l'État, et qu'aujourd'hui, l'Angleterre apparaît comme un des réseaux ferrés les plus sécurs en Europe, puisqu'il y a de gros investissements qui ont été portés, puisque l'État a abandonné British Rail, donc des gros investissements qui ont été portés sur le réseau. Mais c'est vrai que ça s'est fait donc au prix d'une politique tarifaire. Et je pense que s'il faut qu'on regarde, c'est peut-être plutôt du côté allemand, même si on peut aussi avoir quelques réserves sur le fonctionnement de la société ferroviaire allemande. Regarder du côté de l'Allemagne, regarder du côté de l'Italie, ce qui est en train de se faire, et puis se dire que finalement, de toute façon, cette ouverture à la concurrence, elle est inéluctable. Qu'on la prépare de la meilleure façon qui soit, dans la plus grande sérénité, et puis surtout en lien étroit, et rassurer sans doute celles et ceux qui pensent aujourd'hui, travaillant dans la SNCF, que cette concurrence va être pour eux quelque chose de complètement horrible. Je pense que ça n'est absolument pas le cas. Vous comprenez les réticences des cheminots qui sont très fortes. On voit ces manifestations, ces mobilisations, ces journées de grève perlées qui sont annoncées. Rémi Pointreau, qui justement s'oppose à cette réforme. Je crois que les cheminots ne vont pas avoir peur de la concurrence. Je pense que ça peut apporter
un plus pour les usagers, parce que je pense qu'il faut mettre aussi les usagers au cœur de la politique ferroviaire, ce qu'on ne fait pas suffisamment, en termes d'aménagement du territoire, en termes de prix aussi pour l'usager, et ça peut peut-être justement augmenter, si on améliore les dessertes, si on améliore les fonctionnalités, ça peut augmenter le nombre d'usagers, donc redonner cette spirale plutôt vertueuse pour l'ensemble des lignes de proximité et notamment les petites lignes, qui favoriseront ensuite l'amener vers les lignes LGV. Tout ça, ça se tient finalement. Votre avis, Jean Lenoir, on parlait de cette fracture territoriale de ces lignes ferroviaires comme outil d'aménagement du territoire. C'est pour cela qu'il faut à tout prix les conserver, même quitte à être déficitaires. Oui, déficitaire, mais avec une exploitation de la meilleure qualité au moindre coût. Et la qualité diminue les déficits parce que le trafic augmente. Je crois que le principal qui manque, c'est une vision d'ensemble des besoins de mobilité tout mode. Au niveau des régions, le travail est largement en cours. Au niveau des services nationaux, on a besoin de le faire et fort heureusement, la loi du 4 août 2014 nous dit « vous devez ». Vous, exploitants, fournir les schémas de services au Parlement pour les faire approuver. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, nous le rappelons. Donc il faut avoir une vision des besoins de mobilité au niveau national et au niveau régional. Il faut aussi avoir, et là il y a beaucoup de travail à faire, améliorer la coordination entre les services régionaux et locaux. Il n'y a rien de pire de constater que les correspondances sont mal organisées dans certaines régions et qu'on perd 1h30 tout le temps qu'on a gagné en TGV, on perd, gagné à grand prix de billets. Et puis le troisième point, vous l'avez aussi évoqué, cette contribution à la définition des besoins de transport. Les usagers ne sont pas assez consultés aujourd'hui et nous demandons que dans le cadre de la loi en cours, la représentation des usagers soit quelque chose d'officiel au niveau des conseils d'administration, au niveau des instances de consultation. C'est absolument indispensable. C'est quand même nous, in fine, qui contribuons à apporter les recettes. Gilles Lansart, le gouvernement va-t-il se casser les dents sur cette réforme ferroviaire? Ce sera ma dernière question. En fait, la situation est très inédite parce qu'il pensait réussir un peu le coup de la réforme de l'automne sur la loi travail. Et en fait, il a une réponse syndicale qui est assez originale. Mais la particularité de ce mouvement, il faut se garder de faire tout pronostic parce que, encore une fois, c'est inédit. Quand on interroge 10 cheminots, en gros, les 10 cheminots donnent 10 raisons différentes d'aller dans le mouvement. Et en fait, il y a la concurrence, il y a le statut, il y a la réforme des statuts de la SNCF, il y a plein de sujets, plus catégoriels parfois. Et en fait, tout est en train de prendre un peu la mayonnaise parce que le rapport Spinetta était sans doute un peu trop un rapport comptable, donc qui a un peu échauffé les esprits. Après, il y a eu quelques provocations gouvernementales, comparer des agriculteurs aux cheminots, etc. Et donc, la mayonnaise a pris petit à petit et on a aujourd'hui une situation où les cheminots, ils vont faire grève très massivement. Et donc, la balle est plutôt du côté du gouvernement. Comment vont-ils désamorcer cette grogne qui n'a pas un mot d'ordre unique, mais qui révèle un vrai malaise parce que, en gros, ça fait quand même 10 à 15 ans que le message pour les cheminots, c'est on fait des réformes, on fait des projets de modification, etc. Et puis aujourd'hui, on fait encore une réforme. Donc je crois qu'ils en ont un peu marre et ils ont besoin d'un État stratège et de collectivités qui tracent une direction et qu'on les laisse travailler. Bien, merci beaucoup Gilles Lansart, merci à vous Rémi Pointreau, merci Frédéric Marchand, merci Henri Jean Lenoir, d'être venu sur ce plateau. Et on va d'ailleurs retrouver Tam Traniwi en direct de l'hémicycle qui suit pour nous ces débats autour du ferroviaire. Où en est-on, Tam, dans l'examen de ces textes? Eh bien écoutez Delphine, ce rapport Duron dont il vient d'être largement question sur votre plateau continue d'être débattu dans l'hémicycle cet après-midi. D'ailleurs, il a débuté par l'intervention de Gérard Cornu. Le sénateur Les Républicains a participé aux travaux du rapport Duron et il soutient donc à 100% ses conclusions, les scénarios d'investissement pour les 20 prochaines années, le fait qu'il faille regarder en face les contraintes financières et que l'on ne peut pas mener tous les grands travaux de fond, qu'il y a des lignes prioritaires et d'autres qui ne le sont pas, même s'il admet que cela peut susciter l'incompréhension et la colère de certains de ses collègues. Écoutez Gérard Cornu. Certaines réactions à ce rapport ont été vives. Ce n'est pas une surprise. Je les comprends, ces réactions, et c'est finalement le rôle des élus, et notamment des sénateurs, de défendre ardemment leur territoire. Ils le font avec pugnacité et avec compétence, et on ne pourrait pas le reprocher.
Et oui, les sénateurs défendent leur territoire avec pugnacité. On en a eu la preuve tout au long de cet après-midi, puisque beaucoup de sénateurs ont parlé de leur territoire. Par exemple, c'est Denise Saint-Pé qui, la première, a pris la parole pour s'insurger face au possible report de la LGV Bordeaux-Dax. Et je vous propose d'écouter également le sénateur non inscrit de l'Aube, Philippe Adnot, qui lui aussi était très en colère par rapport aux préconisations du rapport Duron qui touche son propre territoire. J'ai 2 minutes pour vous dire l'incompréhension, la surprise, voire la colère de notre population devant les conclusions du rapport Duron, qui s'exprime et considère que malgré tous les engagements signés, il n'est pas nécessaire de les tenir. Elisabeth Borne, elle a été la deuxième à prendre la parole et elle a tenté en vain de désamorcer les critiques des parlementaires par rapport aux préconisations du rapport Duron, disant que pour elle, le désenclavement des territoires restait bien une priorité, même si cela ne passe pas nécessairement par de grands travaux. Écoutez. Autre priorité à laquelle je sais vous êtes particulièrement attentifs, le désenclavement de tous nos territoires. Voilà bien un exemple d'une politique d'infrastructure qui ne tourne plus rond, quand dans mes déplacements, je rencontre des habitants, des élus qui désespèrent de voir la modernisation de certains axes routiers repoussés de contrat de plan en contrat de plan, de décennie en décennie, alors qu'ils sont pourtant indispensables. Voilà pour ce débat qui a été plutôt animé cet après-midi et qui est en quelque sorte une mise en bouche avant la proposition de loi qui va être débattue ce soir autour de l'ouverture à la concurrence de la SNCF, une proposition de loi signée du sénateur centriste Hervé Maurey, et cela même quelques jours avant le projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la SNCF. Merci Tam pour toutes ces précisions. On en vient à présent à l'hommage à Arnaud Beltrame, passage devant le Panthéon, éloge funèbre aux Invalides, élévation posthume au grade de commandeur de la Légion d'honneur. C'est toute la nation qui lui a rendu hommage à ce gendarme assassiné. Retour sur cette cérémonie avec Cécile Sixou. Le cercueil d'Arnaud Beltrame porté par ses frères d'armes. Un hommage national dans la cour des Invalides, en présence d'anciens présidents, de tous les ministres, de militaires, des familles des victimes, mais aussi de public. Emmanuel Macron a eu quelques mots pour les proches, avant de saluer l'héroïsme du gendarme. Le lieutenant-colonel Beltrame s'est trouvé face à la part la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de son engagement. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même. Un éloge funèbre de 20 minutes où le chef de l'État a également rendu hommage au travail des forces armées. Les Français n'oublient pas non plus le tribut payé par toutes nos forces de sécurité sur le sol national et par nos armées sur les théâtres extérieurs. Tous ont droit à notre respect inconditionnel. Au nom de la République... Arnaud Beltrame, décoré à titre posthume, commandeur de la Légion d'honneur. L'émotion est vive au cœur des Invalides. Sur la sonnerie aux morts, l'hommage aux morts de la gendarmerie, puis sur la Marseillaise. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek, avec le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, le sénateur François Patriat. Bonjour François Patriat. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous étiez bien sûr présent ce matin lors de l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame. Quel est votre sentiment face à une telle solennité, face à un tel hommage? Au-delà de l'émotion réelle que tout le monde a ressentie et a souligné, en partant à cet hommage, à ce moment est passée la dépouille, tout à l'heure, de colonel Beltrame, qui passait devant le Sénat. C'était déjà un moment un peu d'angoisse. Je crois que l'hommage du chef de l'État a été à la hauteur de l'acte d'héroïsme, qui a représenté aux yeux des Français, le sacrifice de M. Beltrame.
ce que j'ai apprécié aussi, deux choses. La première, c'est d'avoir replacé ce sacrifice dans l'histoire de notre pays, des héros du passé, mais aussi de tous ceux qui demain pourraient, avec la jeunesse, entendre ce message. Les lycéens au Panthéon au départ, c'est un bel hommage à la nation, de dire que ceux qui croient dans l'idéal de nation, ceux qui croient dans la République, ceux qui croient dans le dépassement de l'homme, peuvent transmettre ces valeurs qui sont essentielles à notre société. On a entendu hier à l'Assemblée nationale un discours fort, très fort de Jean-Luc Mélenchon, une main tendue au gouvernement en ces temps périlleux pour notre pays. Est-ce que vous saluez cette initiative ? Je pense que quand Jean-Luc Mélenchon perd son ton péremptoire, que par ailleurs elles sont au doctrinal, et avec ses qualités d'orateur, il est capable aussi parfois du pire et du bon, et du meilleur. Et là, c'était plutôt du bon, Mélenchon, parce qu'il le met au service de la cause de la nation, et que ça, il peut en parler avec du cœur aussi. Mais le temps de l'unité nationale, il est là, il est venu. J'ai pas le sentiment, à avoir entendu la réaction des uns ou des autres, que le temps était à l'unité. Tout le monde peut le souhaiter, il ne l'est pas réellement compte tenu de réflexes politiciens qui viennent dans la bouche de quelques-uns. Justement, l'attitude de la droite, qui ne se joint pas, bien sûr, à cette union nationale. Laurent Wauquiez qui parle même de la coupable naïveté d'Emmanuel Macron, du chef de l'État. Votre réaction ? Je pense que quand on est dans l'excès, ce qui est aujourd'hui le positionnement de M. Wauquiez, on est en discordance avec le cœur des Français et avec l'esprit de la République. Vouloir être toujours dans la critique, ne chercher aucune qualité au président, ne chercher aucune valeur dans les propos tenus, toujours trouver une faille par ailleurs, c'est vouloir se démarquer, vouloir s'opposer, vouloir apparaître comme un opposant systématique. Or, il y a des moments où les Français doivent se retrouver face au drame, face au sacrifice, face au dépassement de soi, et je pense qu'il ne l'a pas trouvé. Le temps, très rapidement, le temps est à la concorde nationale. C'est le message en tant que politique que vous voulez faire passer ? S'il doit y avoir concorde nationale, on peut bien penser que sur un sujet comme celui du terrorisme, comme celui aujourd'hui des drames que nous connaissons, des actes de racisme, parce qu'il y a de la haine aussi quand on voit une dame de 83 ans qui est poignardée. Il y a à la fois l'idéologie et puis il y a aussi la haine d'un côté, et qu'à ce moment-là, je crois que la France doit se retrouver, parce que s'il n'est pas capable de se retrouver sur ses valeurs, où se retrouvera-t-elle ? Très bien, merci beaucoup. Merci François Patria d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria. Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associé à Sciences Po, et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Général Desportes, merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu le chef de l'État ce matin lors de cette cérémonie empreinte d'émotion estimer que le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Ah, complètement. Je crois que, comme l'a dit Emmanuel Macron, de temps en temps se lèvent pour la France et dans la France des hommes qui, à un moment donné, dépassent les autres, montrent l'exemple et les guident. Et je crois que Arnaud Beltrame est de cela. Je crois que Arnaud Beltrame a fait preuve d'un grand courage. Il a été jusqu'au bout de son devoir. Et je crois qu'il est un exemple pour tous, et en particulier pour tous ceux qui pensent que la France mérite d'être défendue. Vous allez plus loin, vous dites qu'il donne un visage à la vertu militaire, c'est-à-dire ? La vertu, les qualités militaires, les valeurs militaires sont très importantes, parce que c'est elles qui permettent aux soldats d'aller jusqu'au bout de son devoir. Et lui, les incarne complètement, l'abnégation, le sens de la mission, le sens du devoir, les valeurs humaines, il les incarne complètement. Et donc, aujourd'hui, il est un visage, il est un exemple pour nos jeunes officiers, nos sous-officiers, nos soldats, et pour tous les hommes de la sécurité, pompiers, policiers, etc., qui veulent s'engager. Donc aujourd'hui, quand on pense au courage, quand on pense à l'honneur, parce qu'il en a fait preuve, eh bien on va penser pendant longtemps à Arnaud Beltrame. Donc il a véritablement donné un visage. Mais je dirais qu'au-delà de ça, le visage d'Arnaud Beltrame, aujourd'hui, c'est le visage de la France. C'est-à-dire que c'est non seulement le visage de la résilience, mais c'est le visage de la résistance. La France qui se lève parce qu'elle veut être libre. Et bien lui a préféré donner sa vie plutôt que de subir la loi d'un djihadiste terriblement barbare. Cela rappelle aussi aux Français qu'il y a des militaires qui sont engagés à l'extérieur, des militaires souvent dont les noms sont oubliés. Il va permettre aussi de leur rendre hommage. Oui, vous avez parfaitement raison. Pour un Arnaud Beltrame
connu pour son acte de courage remarquable. Il y a combien de soldats, d'aviateurs, de marins, d'autres gendarmes, de policiers qui risquent leur vie tous les jours. Les Français ne le savent pas parce que c'est le courage anonyme du soldat. Nous avons, la France a tous les mois des morts pour elle-même. Elle a des blessés chaque semaine, parfois très gravement dans leur chair, mais ça file dans l'écume des jours, on ne le voit pas. Et là, peut-être que les Français se rendent compte que, eh bien, il y a tous ces soldats, toute cette bravoure qui les défend. La sécurité des Français repose sur ces valeurs qu'incarne Arnaud Beltrame. Et donc, je crois qu'il a parlé un peu au nom de tous, et pour tous, il rappelle aux Français eh bien, le courage de tous ces hommes qui se battent tous les jours pour elle dans des conditions très difficiles et souvent au risque de leur vie. Est-ce que cette forme de courage dont a fait preuve Arnaud Beltrame, est-ce qu'elle est présente chez tous les individus? Il y a forcément, on s'est tous posé cette question, qu'aurais-je fait à sa place? Alors c'est très très difficile de le dire parce que c'est une décision instantanée, mais c'est bien pour ça que les militaires, les soldats sont formés, sont sculptés de ces valeurs dont on a parlé pour qu'au moment de la décision, ils prennent la bonne décision. Eh bien, Arnaud Beltrame a pris la bonne décision qui correspondait à son sens du devoir, comme l'a dit Emmanuel Macron ce matin, qui correspondait à lui-même. Et on ne sait pas si on l'aurait. Personne ne peut le dire. En tout cas, nos soldats, j'espère, dans la majorité des cas, auraient cette réaction parce qu'on leur a inculqué et parce qu'ils savent se battre pour quelque chose qui les dépasse, qui s'appelle la France et qui s'appelle la liberté des citoyens français. C'est vrai que les militaires ont un rapport particulier avec la mort. Cela fait partie effectivement de leur vie au quotidien. Vous avez parfaitement raison. C'est ce qui distingue fondamentalement un soldat de qui n'est pas un soldat. Un soldat est quelqu'un qui a donné sa vie à la nation lorsqu'il s'est engagé vers 18 ans ou 19 ans. Ensuite, la nation lui prend ou ne lui prend pas sa vie. Mais la vie est donnée, si vous voulez. La vie est donnée. On ne réfléchit plus à ce don puisqu'il a été fait une fois pour toutes. Et donc, on a effectivement un rapport très particulier du soldat à la mort et à la vie. Une fois pour toutes, le soldat a fait don de sa vie à la nation. Elle lui prend ou elle ne lui prend pas. Dans le cas d'Arnaud Beltrame, la nation a été jusqu'au bout de ce qu'elle demandait. Elle lui a pris la vie. C'est aussi ce qui fait la grandeur de ce métier, selon vous? Vous avez absolument raison. Il est grand d'être soldat parce qu'on se bat pour quelque chose qui est au-dessus de soi. Et on se bat dans un ensemble de valeurs qui grandissent l'homme et qui font l'homme. Et je dirais aussi dans un milieu de fraternité tout à fait exceptionnel, je dirais, dans la société en général. Et qu'on a bien vu aujourd'hui dans la cour des Invalides avec tous ces soldats de tous les différents corps d'armée qui étaient là et qui étaient effectivement les frères d'armes d'Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, ce n'est pas la première fois, visiblement, qu'il faisait autant bien preuve de cette bravoure, de ce courage. Ça avait déjà été salué, notamment en Irak. Vous avez raison, Arnaud Beltrame était sûrement un officier d'élite. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, major de sa promotion aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan, major de sa promotion à l'école des officiers de gendarmerie, choisissant les chemins de crête, allant aux plus difficiles, décidant d'être parachutiste du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, étant affecté en Irak, là-bas acceptant une mission extrêmement dangereuse au risque de sa vie, étant décoré de la croix de la valeur militaire. Donc il avait conscience du danger. Et c'est pour ça que ce matin, contrairement à ce que certains ont dit, pas ce matin, mais vendredi dernier, il ne s'est pas suicidé. Ça n'est pas un sacrifice. Il a pris un risque parce qu'il estimait que ce risque en valait la peine, mais c'est en toute connaissance de cause. Le choix d'un homme qui connaissait le risque, mais qui avait une parfaite conscience de quel était son devoir. La France a besoin de ce type de figure héroïque, en ce moment en particulier? Vous savez, un pays ne vit que par deux choses. D'une part, un projet commun, et qui manque un peu aujourd'hui en France. Il est important de le recréer, un projet commun. Et puis des figures de héros qui donnent quelque part la fierté d'être français. Le président Macron a bien fait de rappeler, de parler de Charles de Gaulle, de parler de Jeanne d'Arc, etc. Arnaud Beltrame n'a pas eu les missions qu'ont eu ces deux personnages, mais il est aussi un héros. Et je crois qu'on a besoin, dans notre roman national, d'avoir des jalons qui nous donnent la fierté d'être français et qui font que des Français se lèvent pour aller défendre notre pays. Et la France vivra, et j'espère qu'elle vivra longtemps, tant qu'elle saura trouver des soldats, des marins, des aviateurs, des policiers, des pompiers qui se lèveront le matin en disant: si besoin est, je donnerai ma vie pour la nation qui me dépasse et qui est plus grande que moi. On pourra servir de guide, d'exemple aux générations futures, c'est ce que vous souhaitez ?
Exactement, c'est absolument évident. On regardera les chiffres des recrutements dans quelques mois, mais on verra que les gens qui vont vouloir s'engager, ce chiffre-là va augmenter parce qu'il y aura cette image qui va montrer qu'il y a un lieu en France, plusieurs, mais au moins les armées, dans lequel un Français peut se donner à quelque chose qui est plus grand que lui. Et on voit bien dans notre société trop individualisée, trop parcellisée, ce besoin de recréer quelque chose en commun, ce besoin de se donner à l'autre. On le voit par exemple dans les chiffres du service civique. 127 000 Français en 2017 qui se sont engagés dans ce service vers les autres. Les Français ont besoin de retrouver ce sens du don d'eux-mêmes et Arnaud Beltrame en est évidemment l'image. Eh bien, merci beaucoup, Général Desbordes, d'être venu sur ce plateau pour cette analyse. Et dans ce contexte, les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité prennent un relief particulier. Les sénateurs étaient lundi à Marseille, 3 jours après les attentats de Carcassonne et de Trèbes, où ils n'ont pu finalement que constater le manque de moyens humains et d'équipements. C'est un reportage de Clément Perrault. Brigade de gendarmerie de Gardanne, entre Marseille et Aix-en-Provence. Nous accompagnons une équipe sur le terrain. Ancien bassin minier en crise, Gardanne est classé ZSP, zone de sécurité prioritaire. Cela signifie des moyens en plus pour les forces de l'ordre, du moins en théorie. 183 453 km. Ce sont des véhicules qui ont en moyenne plus de 150 000 km, qui ont du mal à passer au contrôle technique. Sur un parc de 6 véhicules, on a 3 véhicules en réparation. Et on a été dépanné par des unités moins chargées que nous pour le prix de véhicules occasionnels, non équipés passerelles et non équipés radio pour certains. 4 véhicules, dont certains mal équipés, pour une brigade de 85 militaires. Notre équipe débute une opération de contrôle d'identité. Opération de routine, pas vraiment. La menace terroriste est dans les têtes à chaque instant, rendant ce travail toujours plus exigeant psychologiquement. Il faut être en permanence, travailler un petit peu en sécurité, être prêt à devoir faire face à ce genre de situation, sans pour autant, je dirais, tomber rentrer, je dirais, dans le jeu de la terreur en fait, qui est le leur. Retour à la brigade. Le lieutenant Malherbe nous fait le tour du propriétaire. Vous voyez ce genre de bureau, par exemple ici, donc 2 places de travail. Et pour autant, on a 3 voire 4 militaires qui viennent travailler ici. Quand on parlait tout à l'heure de petits tracas du quotidien, on a ce genre de choses. Des conditions de travail difficiles pour des hommes et des femmes qui risquent leur vie au quotidien. C'est sur cette réalité que travaille la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Voici les sénateurs membres venus ici observer, écouter et s'inquiéter. Des liaisons radio qui ne se font pas parce que le matériel n'est pas embarqué, des gilets pare-balles qui arrivent au compte-gouttes, des problèmes également de procédures ont été soulignés qui consomment beaucoup de temps, qui pourraient être consacrés à une présence sur le terrain et également à des investigations. Après Gardanne, nous voici à Marseille. Les sénateurs se rendent au commissariat central, mieux connu ici sous le nom d'évêché. Cette fois, ce sont les policiers qui sont entendus. Eux aussi déplorent des conditions de travail difficiles, mais aussi des lacunes au niveau des réponses pénales et ce sentiment parfois de travailler dans le vide. Qu'ils attendent sans doute un peu plus de considération et un peu plus de suivi sur leur travail d'interpellation particulièrement. Ce déplacement s'est effectué dans un contexte forcément particulier après l'attentat de Trèbes qui a rappelé à toutes les forces de l'ordre le danger de leur mission. À la gendarmerie marseillaise de la Timone, les sénateurs ont tenu à déposer une gerbe à la mémoire du gendarme Arnaud Beltrame. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Grosdidier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Moselle. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Michel Boutan, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur socialiste de la Charente. Vous présidez cette commission d'enquête. On va évidemment en parler sur ce plateau. Alain Casabonne, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur centriste de la Gironde, également vice-président de cette commission d'enquête. Et puis, pour nous éclairer, Axel Ronde, bonjour, vous êtes secrétaire général de la CGT Police Île-de-France. On le disait, cette commission d'enquête est rattrapée par cette triste actualité qui nous rappelle, François Grosdidier, l'omniprésence de la menace terroriste. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé les gendarmes et les policiers sur place ?
Écoutez, d'abord, ce que je tiens à dire devant les collègues de la Commission, c'est que quand on a appris à connaître les gendarmes, comme on a appris à les connaître en se plongeant dans les forces de sécurité intérieure depuis des semaines, on n'a presque pas été surpris de l'héroïsme du colonel Beltrame. Et on se rend compte à quel point il y a une distorsion entre l'abnégation, le dévouement, la foi qui tient toujours nos forces de sécurité intérieure et les conditions matérielles, juridiques, budgétaires dans lesquelles ils exercent ces missions en étant sollicités de plus en plus, toujours plus par la nation qui ne leur donne pourtant pas les moyens de ces missions. On va y venir. Michel Boutant, votre réaction. C'est vrai que la commission d'enquête va aussi s'attacher à un aspect psychologique de ces forces de l'ordre. On n'en parle pas souvent. Alors cet aspect psychologique, si vous voulez, il a des antécédents. Parce que depuis 2004, par exemple, aujourd'hui, nous honorons la mémoire du colonel Beltrame, mais depuis 2004, ce sont 160 gendarmes qui ont laissé la vie en service. C'est un nombre donc très élevé et ça montre le sacrifice dont sont capables les gendarmes. Et l'une des raisons de cette commission d'enquête, c'est précisément d'étudier à la fois le moral, mais aussi les conditions matérielles dans lesquelles travaillent gendarmes et policiers. Alain Cazabonne, peut-être une petite réaction en cette journée effectivement aussi d'hommage à Arnaud Beltrame. Mais, naturellement, comme tous mes collègues, je me suis associé à cet hommage qui nous paraissait indispensable. C'est vrai que le sacrifice est magnifique, le président de la République l'a dit d'ailleurs avec force, mais cela nous a amené aussi à réfléchir à ce qui devait être fait derrière pour éviter que de tels drames se reproduisent, et notamment à renforcer les moyens de la police nationale et de la gendarmerie. On parle effectivement de ces moyens. Axel Ronde, on voit dans ce reportage de Clément Perrault la vétusté des locaux, le manque de véhicules. Est-ce que c'est assez représentatif finalement de ce qui se passe aujourd'hui dans les commissariats en France ? Tout d'abord, je souhaiterais quand même rendre un hommage à la mémoire du colonel Beltrame. Et je voulais aussi lui dire merci, merci d'avoir donné de sa vie pour sauver, d'être allé jusqu'au bout de ce sacrifice. Au niveau des conditions, mais au niveau des conditions matérielles, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile parce qu'actuellement, on a un manque de moyens humains. C'est ça le problème qu'on se rend compte au niveau de l'Île-de-France, qu'il y a des véhicules qui sont au garage, qui restent au garage parce qu'il n'y a pas assez de forces de sécurité, il n'y a pas assez de policiers pour équiper ces véhicules, et on se retrouve avec un seul véhicule sur des communes de 100 000 habitants. Donc il y a un problème effectivement de matériel, mais aussi un problème humain. Actuellement, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur a mis les moyens au niveau des gilets pare-balles, des gilets pare-balles lourds, au niveau du déploiement des tablettes Néo et des smartphones Néo, qui permettront de consulter les fichiers en direct plus vite, mais nous avons toujours aussi des locaux vétustes. Ouais. François Didier, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je rappelle que le Sénat avait refusé de voter dans le projet de loi de finances justement les crédits alloués aux missions des forces de sécurité. Oui, et il fallait vraiment qu'il en manque beaucoup pour que nous ne le votions pas, parce que ça nous pesait de ne pas les voter. Mais effectivement, le montant n'y était pas. Alors, les crédits d'équipement notamment manquaient beaucoup. Effectivement, on manque de personnel. On manque surtout de personnel dans les secteurs les plus difficiles, problème de l'attractivité de France, et puis c'est des problèmes de revenus, c'est des problèmes de logement qu'on a touché du doigt avec la Commission, en violant un peu l'administration pour bien connaître la réalité telle qu'elle est vécue, notamment par les plus jeunes policiers. Alors, il y a des endroits où les voitures restent peut-être au garage, elles sont très usagées, les voitures en plus. Le garage fait personnel, mais moi... connaît d'autres commissariats où on reste au bureau parce qu'on n'a pas les véhicules. Alors on compense tout doucement, on rattrape un retard technologique considérable parce que la police et la gendarmerie, il y a quelques années, c'était la préhistoire en matière informatique. On n'avait même pas des machines à traitement de texte correctes qui fonctionnaient dans tous les bureaux. Alors vous pensez bien, des tablettes pour une information en temps réel, ça existait dans les pays étrangers, mais pas chez nous. Mais il y a des véhicules, le parc immobilier, on travaille dans de terribles conditions. Et j'ai parlé de la difficulté de trouver des logements pour les policiers. Les gendarmes n'ont pas ce problème parce qu'on les loge, mais on les loge souvent dans des conditions épouvantables et dans des conditions dans lesquelles on logerait personne d'autre. Et ça affecte bien sûr le moral des familles et donc
le moral du gendarme. Quelles conséquences, Michel Boutant, sur le travail des forces de l'ordre ? Bien entendu, ça pèse sur le travail, sur la vie tout court. Tous les problèmes qui viennent d'être soulignés par les collègues ont parfois des conséquences qui sont dramatiques. Or, des accidents et des décès survenus, comme je le citais tout à l'heure, l'une des raisons d'ailleurs de cette commission d'enquête, ça a été l'augmentation importante du nombre de suicides. Rien que pour l'année 2017, 51 suicides dans la police nationale. Depuis le début de cette année, nous sommes, pour la gendarmerie nationale, cette fois-ci, à plus de 10 suicides depuis le 1er janvier. Donc, nous nous posons un certain nombre de questions. Qu'il s'agisse des conditions de travail, mais qu'il s'agisse également des conditions dans lesquelles vivent les familles. Ça vient d'être souligné par François Grosdidier à l'instant. Tout ceci contribue à rendre le travail un peu plus confortable si les conditions sont bonnes. Mais, hélas, nous en faisons le constat, elles ne sont pas bonnes. Alain Cazabonne, vous qui avez aussi participé à ces travaux, aujourd'hui, on évalue à combien le manque, en fait, les besoins des forces de l'ordre pour pouvoir accomplir dignement leur mission ? Question difficile parce qu'il faudrait pouvoir chiffrer tout ça. On n'a pas actuellement de chiffrage. On est en train de discuter prochainement des budgets de la défense. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on sait bien qu'il y a de gros problèmes dans l'hébergement. Dans les équipements, moi j'ai vu les directeurs départementaux chez moi, à partir du mois de septembre, commencer à rationner l'essence parce qu'ils ne devaient pas faire rouler trop longtemps les véhicules. Ils allaient dépasser le budget qui était alloué. Je veux dire, c'est dramatique. On a auditionné des spécialistes qui ne font pas leur séance de tir. Donc tout ça nécessite effectivement des moyens qu'il faut chiffrer avec des priorités. On sait très bien, notamment sur le logement, on a vu qu'il faudrait apporter 200 millions, je crois, par an pour rattraper le retard. Notamment pour loger les 1000 agents parisiens qui ne trouvent pas, les jeunes qui arrivent policiers, et il y en a 1000 qui ne sont pas logés. Il y en a 2500 qui arrivent, il y en a 1500 qui sont logés, 1000 qui ne sont pas logés. Rien que pour ça, pour rattraper, il faudrait 200 millions par an. Et naturellement, c'est prévu se demander sur 10 ans. Et donc, ce n'est que le logement. Donc, pour l'ensemble de ça, on va voir ce qui est nécessaire, sachant qu'il faudra un effort important, significatif, mais qu'il faudra l'étaler dans le temps. Pardon, François. Pardon, vous aurez les chiffres dans le rapport qu'on produira au mois de juin. L'objectif, c'est bien pas seulement de dénoncer ce qui ne va pas, c'est d'arriver à un certain nombre de préconisations, de propositions et de proposer des solutions, même si en investissement, elle doit être programmée sur plusieurs années. Il faut aussi qu'on parle du sens de l'action, parce que les policiers et gendarmes sont à la fois en quête de reconnaissance et en quête de sens quand ils ont le sentiment de travailler dans des conditions de plus en plus difficiles avec des risques accrus face parfois à des éléments de la population de plus en plus radicalisés. Il y a les terroristes, mais pas seulement. C'est déjà souvent beaucoup plus difficile dans certains quartiers. Et en même temps, de le faire parfois pour rien. C'est le problème de la chaîne pénale. Et on a deux problèmes avec la justice, qui est d'avoir la réponse pénale adaptée et aussi le temps de la procédure. Nos policiers et nos gendarmes passent 2/3 de leur temps à des tâches de procédure et seulement 1/3 en opérationnel, et ils ne se sont pas engagés pour ça. Ouais. Cet aspect de considération, c'est important, Axel Ronde. Oui, c'est le plus important. Donc c'est vrai qu'actuellement, quand il y a malheureusement des drames, il y a l'hommage national, la France se réunit à la mémoire de nos pertes, des gens qu'on perd, des camarades, mais ce serait tous les jours qu'on aurait besoin de ce soutien des Français. C'est tous les jours qu'on a besoin du soutien de la nation, des politiques. Tous les jours, il y a des fonctionnaires de police qui sont blessés, des gendarmes qui sont blessés, malheureusement certains qui sont tués. Et c'est ça qu'on a vraiment besoin, c'est d'avoir les moyens, parce qu'on nous supprime pas mal de moyens aussi, parce qu'on n'est pas des fonctionnaires comme les autres, on est des policiers, on est des gendarmes, mais par exemple on nous supprime, on nous a mis un jour de carence pour le médical, alors que nous sommes
à l'extérieur, en permanence, dans les conditions climatiques. C'est difficile aussi pour un policier de s'arrêter maintenant parce qu'il va perdre, un jour de salaire. Déjà qu'on a du mal à joindre les deux bouts parce qu'en Ile-de-France, les loyers sont très chers. Hein. Donc là, c'est vrai qu'ils veulent, pour les jeunes, ils veulent apparemment faire des foyers, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir les accueillir. Mais ça sera qu'un temps limité, puisque de toute façon, après nous, on est obligé d'être logés. Les policiers, on est obligé d'être logés, on se loge nous-mêmes. Les gendarmes, effectivement, vivent en caserne, mais les policiers, on a la pression des loyers. Donc je voulais aussi revenir sur le problème des suicides. Les problèmes du suicide aussi, il faut voir aussi la hiérarchie. Il y a un problème de hiérarchie intermédiaire. Il y a peut-être un problème de formation de la hiérarchie au management, parce que c'est vrai c'est plutôt une hiérarchie assez écrasante, c'est compliqué. Peut-être pour eux, ils sont peut-être en difficulté. Il faut aussi les aider peut-être avec des sessions de formation, parce que la formation dans la police nationale, c'est néant. Donc on parlait des problèmes de tir, effectivement, on ne va pas aux 3 tirs obligatoires, parce qu'il y a déjà il y a un problème de formateur, il y a un problème aussi de stand de tir qui n'est plus adapté avec les nouvelles armes. Je parle des G36, ce sont des armes, des calibres assez puissants, donc il faut des stands de tir bien adaptés. Donc ce sont ces séances de tir qui nous manquent, et c'est cette formation, la formation aussi pour être dans la procédure qui évolue. Nous avons une crise des officiers de police judiciaire, ceux qui mènent des enquêtes. Mais plus personne veut finalement être officier de police judiciaire parce que la procédure est lourde, parce qu'aussi on est dans une société... Boutan et les autres sénateurs. Vous prenez en compte cette dimension de formation et de management aussi de l'encadrement? Oui. Bien sûr. Aussi bien la formation initiale d'abord. Il faut d'abord constater qu'elle a été réduite dans les dernières années pour augmenter le nombre de gendarmes et de policiers. Mais c'est une formation qui doit se dérouler tout au long de la carrière du policier ou du gendarme. Parce que la clientèle, entre guillemets, elle change, elle a des techniques également qui suivent le progrès. Et nos forces de sécurité intérieure doivent suivre ce mouvement, voire, si possible, l'anticiper lorsqu'elles en ont les moyens. Je voudrais souligner, de ce point de vue d'ailleurs, l'effort qui a été fait au cours des dernières années en équipement informatique et des forces de gendarmerie grâce au smartphone Néogend et qui maintenant est en train de s'étendre à l'ensemble de la police nationale. Alain Casabonne, vous souhaitez réagir? Oui, non, je voulais réagir à ce que vous venez de dire à l'instant. Vous souhaitiez que la population soit constamment à vos côtés et vous soutienne. Et on a eu l'occasion d'évoquer entre nous. C'est vrai que dès qu'il y a un attentat ou quelque chose de dramatique, la population est derrière immédiatement les forces de police. Et tout le reste de l'année, c'est mitigé et on discutait souvent entre nous pourquoi. Et ça, c'est notre responsabilité. On vous donne tellement de normes, de règlements appliqués que finalement, la population peut avoir peur des policiers. C'était l'affaire de Coluche qui disait plus il y a de policiers, moins d'insécurité, parce qu'on risque d'être en infraction permanente. Donc ça, c'est notre responsabilité, nous élus, éviter de faire tous ces règlements, ces normes que vous avez appliqués derrière. Voilà pourquoi, quelquefois, le sentiment de la population peut changer. François Godédier, je voudrais aussi vous entendre sur cette question, finalement, parce que je suis assez effarée parce qu'on entend sur ce plateau, vous parliez des questions de rationnement d'essence. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui j'ai connu des unités de gendarmerie qui décidaient des rondes en fonction de l'essence qui restait disponible. Donc ça existait, c'est bien voir. Et alors on se penche sur toutes les questions, on n'a pas le temps ici de tout s'adresser. Comment on lutte contre le terrorisme puisqu'on est rattrapé par cette actualité, justement? En quelques secondes, on ne va pas y arriver. Retenez qu'on a des hommes et des femmes qui sont extraordinaires. Des hommes et des femmes à qui on n'a pas donné depuis des années les moyens de leur mission. En investissement, on a souvent des variables d'ajustement. On ne l'a pas fait, certains on reportera sur les années suivantes, mais en fait, on a reporté les carences. Et aujourd'hui, la situation réclame une vraie loi de programmation pour rattraper le retard d'investissement. En matière de technologie, on rattrape doucement. Il y a la formation et il y a la question du management que vous posez. C'est un vrai sujet. Alors, plus dans la police que dans la gendarmerie. La gendarmerie se tient par un véritable esprit de corps. Dans la police, certains ressentent un esprit de caste entre les corps, une absence de soutien, et que même d'en haut, on demande aux commissaires d'être des gestionnaires et non plus les meneurs d'hommes qui étaient à une époque et qui sont toujours aujourd'hui des officiers de gendarmerie. Donc il y a une part de psychologie pour tenir le moral, mais il y a aussi une part budgétaire énorme et enfin une part judiciaire. N'oubliez pas qu'il y a eu 27 attentats qui ont été déjoués. Alors évidemment, on parle de celui qui a réussi, mais il y en a eu 27, donc les services travaillent aussi efficacement.
Là, pour le coup, il Michel s'agit de Boutan. services que l'on ne voit pas beaucoup, parce que ce sont ceux du renseignement. Vous connaissez bien cette question, Michel Boutan. Plutôt. Oui. Est-ce qu'on a quand même clairement les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme ? On passera immanquablement un moment ou à un autre, ça a été le cas donc vendredi dernier à Trèbes, à côté du loup isolé qui sortira au dernier moment, qui n'aura donné aucun signe avant-coureur et qui sera passé à travers les mailles de la surveillance. On ne peut pas non plus mettre toute la population sous surveillance. Mais malgré tout, il y a un effort extrêmement important qui a été fait en direction du renseignement depuis les attentats de 2015, avec une augmentation d'effectifs, une augmentation de moyens également, qui est tout à fait notable. Et il y aura encore des effectifs qui vont être recrutés, et on s'inquiète d'ailleurs du côté de la police et de la gendarmerie, par rapport à l'annonce qui a été faite de recruter 10 000 personnes au total, de la part qui sera prise par le renseignement. Mais on voit bien, comme vient de le souligner le collègue Casabonne, que les attentats qui ont été déjoués, c'est grâce aux services de renseignement qui font un travail dans l'ombre et relativement frustrant parce qu'ils ne peuvent pas s'en vanter. Axel Ronde, est-ce qu'aujourd'hui, justement, sur ces moyens humains et techniques dont la police française manque, est-ce que, on peut lutter efficacement contre le terrorisme ? Oui, actuellement, c'est vrai qu'on lutte efficacement, mais comme disait le collègue, ça va être compliqué pour les personnes qui sont isolées. Et là, peut-être que la police de proximité qui va être mise en place par le ministre de l'Intérieur, qui va être mise en place, vraiment montée en puissance à partir du mois de septembre, va peut-être pouvoir remettre vraiment des policiers sur le terrain, va pouvoir aller au contact de la population, et il y aura peut-être justement des signalements que les collègues de terrain pourront transmettre aux services de renseignement en disant que telle personne va se radicaliser, telle personne est en train de basculer. Donc oui, mais la justice et la police, ils ont besoin de moyens. Et actuellement, la justice aussi. On dit, mes collègues du syndicat disent souvent, c'est un problème de réponse pénale. Mais c'est aussi la justice qui est sinistrée. C'est aussi la justice à avoir plus de moyens. Il y a eu des propositions pour le redressement de la justice. La pénitentiaire, les plus encore. Et là, certains, pour l'instant, les besoins soient suffisamment identifiés et l'effort soit fait. Donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne aujourd'hui qui est en difficulté. Et sur la police du quotidien, la police de contact, le problème c'est que la création d'effectifs ne suffira pas, surtout avec la directive temps de travail, gendarmerie, etc., si on ne remet pas des policiers sur le terrain en leur faisant faire moins de procédures et de paperasserie. Oui, voilà. Et ça, c'est pas budgétaire, mais il faut du temps disponible pour les policiers pour être sur le terrain, ou le recentrer sur leur cœur de mission, parce qu'actuellement, là, il va y avoir le nouveau TGI de Paris qui va être mis en place et 700 policiers qui vont être pris, 700 policiers pour faire la police des audiences. Je pense que ça, on pourrait externaliser ou mettre ça pour la police, pour la pénitentiaire. Les centres de rétention, c'est la même chose. Ça nous prend énormément d'effectifs. Est-ce que c'est une mission de police ? Non, mais ce sont les tâches indues, et je sais aussi que le rapport de Philippe Dominati en parlait sur cette question des tâches indues. Merci à vous, Axel Ronde. Merci François Grosdidier. Merci Michel Boutan. Merci Alain Casabonne d'être venu témoigner du quotidien de ces forces de sécurité sur ce plateau. Avant de se quitter, on repasse par l'hémicycle. Tam Tran Nuit, la séance vient d'être suspendue. On a parlé cet après-midi du rapport Duron et de l'avenir du ferroviaire. Et oui, effectivement, la séance vient d'être suspendue à l'issue de ce débat au Sénat comme à l'Assemblée nationale pour permettre aux parlementaires qui le souhaitent de participer à la marche blanche qui se tient à partir de 18h30, place de la Nation, marche contre l'antisémitisme en mémoire de Mireille Knoll, cette octogénaire juive qui a été assassinée à Paris. Son meurtre a suscité une onde de choc et ravivé les craintes d'une recrudescence de l'antisémitisme en France. D'ailleurs, ce matin, Emmanuel Macron, lors de son hommage à Arnaud Beltrame, a fait référence à cet assassinat, parlant du même obscurantisme barbare qui a frappé l'un et l'autre. Alors, une polémique politique est venue se mêler de cette marche blanche puisque le Conseil représentatif des institutions juives de France a déclaré que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas les bienvenus. Eh bien, sachez que tous les parlementaires, quel que soit leur groupe, pourront en tout cas y participer.
Merci à vous, Tam, pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, 15h.